Mesdames, Messieurs, bonjour. Proximité Web TV, au fil des livres, reçoit aujourd'hui Henri-Georges Bunzanga. L'écrivain vient nous parler de son œuvre, une œuvre que je qualifierais de titanesque, Les chemins de X. Qui est d'entrée Henri-Georges Bunzanga? Henri-Georges Bunzanga est enseignant, formateur des formateurs, inspecteur pédagogique du second degré. Henri-Georges Bunzanga, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous avez pondu cette œuvre, Les chemins de X. Oui. C'est bien vous? Bien sûr. Ok. Alors, dans la conception populaire, Henri-Georges Bunzanga, X représente ou désigne l'individu, c'est-à-dire quelqu'un non encore identifié. En mathématiques, X est appelé inconnu. Dans votre récit, qu'est-ce X? Bien, merci. Effectivement, X désigne un peu partout dans la science l'inconnu, en mathématiques, et parfois un citoyen lambda, parfois ça ne veut rien dire, X, mais à la lumière de la lecture des chemins de X, X est un personnage clairement identifié. Peut-être chercher à comprendre pourquoi donner à ce personnage le patronyme de X plutôt qu'un patronyme classique comme Mombo, Bunzanga, Mapangu et autres. Eh bien, c'est simplement pour moi une invite adressée à chacun de mes lecteurs pour essayer de s'identifier à X. Essayer de s'identifier à ce personnage parce que le cheminement de ce personnage est un peu le cheminement de beaucoup d'acteurs d'entre nous dans tous les domaines de la vie. Mais au-delà des individus que nous sommes, je dis, vous pouvez essayer de remplacer X par Guiro Nzamba. Vous procédez à un remplacement paradigmatique et vous verrez comment vous allez cheminer effectivement avec tous les autres personnages de ce roman, Mombo, le roi, Wicott et les autres, comment vous allez cheminer aisément jusqu'à la fin. Et donc, pour ne pas faire de ce roman quelque chose de fermé, qui ne concerne que l'auteur et les personnages clairement désignés, il faut voir au-delà de X des personnes que nous sommes, toute l'Afrique. Toute l'Afrique qui chemine dans son africanité et qui embrasse, qui s'ouvre et embrasse l'Europe et essaie, tant bien que mal, de vivre, de mener cette vie de métissage. Mais une vie de métissage nécessaire. Je crois que là, j'ai une inspiration diverse. Une inspiration diverse due à mes différentes lectures. Je suis d'abord un grand lecteur de la mythologie grecque. Et cette mythologie grecque n'a pas vraiment de différence avec notre Afrique traditionnelle. Ce que nous devrions savoir, à mon avis,
Et sans convaincre d'ailleurs, on devait se convaincre de ce que la mythologie grecque a inspiré la culture occidentale. La culture occidentale, avec tout ce qu'elle a aujourd'hui de moderne, elle a inspiré la culture occidentale dans tous les domaines de la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, certains ont même dit que, en fait, les Européens sont allés boire à la source grecque. À la source grecque, absolument. Et la démocratie est née. La culture, le besoin de culture, avec l'encyclopédie de Diderot, la Renaissance, ainsi de suite. En fait, tout est puisé à la source de la mythologie grecque. Henri-Georges Bounzanga, vous nous avez rappelé lors de votre intervention une personnalité comme Léopold Sédar Senghor, lorsque vous évoquez votre personnage X, lorsque Léopold Sédar Senghor parlait du rendez-vous du donner et du recevoir. Eh bien, nous allons poursuivre notre débat. Les religieux, par exemple, évoquent le chemin de croix. Mais le chemin, pas au pluriel comme vous l'avez fait dans votre roman. Mais vous nous parlez des chemins, au pluriel. Alors, pourquoi au lieu que de dire le chemin, vous parlez des chemins? Parce que à la lumière de la lecture des chemins de X, vous verrez X emprunter plusieurs chemins pour accéder à l'échelon de la société. Je veux dire au sommet de l'échelon social. Et le préfacier, ce n'est pas une préface, mais il intervient dans la 4e de couverture, vous le voyez bien, il parle de la chaîne de ce petit Africain qui s'arrache de son village natal pour accéder au monde moderne et atteindre, je crois, un niveau de vie dans la chaîne sociale africaine. C'est une autre invite à adresser ici aux jeunes qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de leur culture pour accéder à la modernité ou accéder au sommet de la société. Vous voyez, X part du village après avoir subi toutes les initiations, et c'est une voie. Il avait déjà réussi comme acteur de la vie traditionnelle africaine. Oui. Et quand il embrasse la modernité, il n'a plus de difficulté à accéder à la modernité. Parce qu'il aura déjà acquis dans son Afrique traditionnelle des valeurs. Les valeurs d'humilité, oui, les valeurs de respect, les valeurs de travail, l'ambition. Il a pris un certain nombre de choses dont il a eu besoin pour s'imposer dans la vie moderne comme un acteur sérieux. Il n'a pas eu besoin de rompre avec l'Afrique traditionnelle pour ne faire que l'école des Blancs et accéder. C'est pourquoi justement, peut-être que j'anticipe un peu, X a un anti-héros qui s'oppose à lui. Bon, l'anti-héros, j'allais dire, oui, nous allons en parler parce que bon, nous y arriverons bientôt. Mais le temps pour nous d'évoquer l'écriture elle-même. Alors l'écriture est considérée par certains comme un exutoire. Bon, elle est parfois un exercice volontaire, elle est parfois également en parlant d'exercice, inspiré de la société. Alors, Henri-Georges Bounzanga, quel mobile vous a conduit à pondre cette œuvre puissamment d'actualité? Bon, je vais vous dire que chaque fois que je rencontre un lecteur de ce roman,
il me révèle toujours des aspects dont je n'avais jamais pris conscience. C'est montrer sa complexité, la complexité de ce roman. Je n'écris pas pour écrire. Si je le dis, que j'écris pour écrire, alors je m'inscrirai encore dans le Parnasse français. Je ne suis pas un Parnassien. Je n'écris pas seulement pour la beauté du texte. J'ai écrit pour dire quelque chose. Jean-Paul Sartre nous l'avait bien démontré, nous l'avait bien enseigné dans Qu'est-ce que la littérature, où il donne la véritable mission de l'écrivain. On écrit parce qu'on a quelque chose à dire. Et c'est pourquoi, ayant chanté l'engagement de l'écrivain, Jean-Paul Sartre était allé jusqu'à demander à l'écrivain de remplacer sa plume par la baïonnette au cas où la plume serait inefficace. Et il l'a démontré lui-même en s'engageant, je crois, dans la guerre d'Algérie. Je pense à Aimé Césaire aussi, qui a écrit Cahier d'un retour au pays natal, dont j'ai découvert la générosité et l'engagement pour le bien-être des peuples africains dans certains de ses témoignages lors de son décès. Alors, donc, l'écrivain est d'abord né quelque part. Moi, je suis né quelque part. J'ai des choses à dire, des choses à exiger à la société, des voies aussi à montrer à la société. Et c'est ça, la mission de l'écrivain qui, comme disait Victor Hugo, le poète en des jours impies vient préparer les jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. J'explore toujours cet ailleurs que chacun de nous recherche dans sa vie. Donc j'écris vraiment, j'écris pour le développement de mon pays, pour le développement de l'Afrique, pour la paix dans le monde. Eh bien, votre intervention de tout à l'heure va directement nous amener dans ce que moi j'ai qualifié de morceau choisi. Et donc, nous allons entrer de plein pied dans l'œuvre elle-même. En commençant justement par le constat que nous faisons d'une manière globale, qui nous laisse dire que vous opposez ou semblez opposer le monde traditionnel d'avec le monde dit moderne. Votre avis? Je ne les oppose pas du tout. Je les veux complémentaires. Et à la lecture des chemins de X, les deux mondes sont véritablement complémentaires. Cette complémentarité demandée, exigée ou souhaitée par Aimé Césaire, qui a tant parlé de métissage culturel. Je pense à l'homme politique, le général de Gaulle, qui, au cours d'une cérémonie, je crois le colloque des 100, écoutait un maire qui lui exprimait son inquiétude de voir le sang noir se mélanger au sang blanc. Et le général de Gaulle de lui répondre: Monsieur le maire, vous êtes un bourgeois. Mais rassurez-vous, l'avenir est au métissage. Senghor l'a chanté, mais le métissage, c'est un fait. C'est un fait. Il faut l'accepter. Mais il faut savoir y aller aussi. C'est pourquoi, au-delà des individus que représente X ici, c'est de l'Afrique qu'il s'agit. C'est cette Afrique qui accepte le métissage. Cette Afrique qui est convaincue de ce qu'elle ne peut pas se développer seule. Tout comme l'Europe ne peut pas se développer seule.
sans cette complémentarité-là. Je crois que le métissage se mue en complémentarité. Donc en conjugaison des efforts. Très bien. Et des génies. Et des génies. Oui. Et Samba Diallo, dans son écartèlement, l'avait si bien exprimé parce qu'il était convaincu de l'irréversibilité du métissage Afrique-Europe, blanc-noir, et de la conjugaison de toutes les races du monde. Samba Diallo disait, à très juste titre d'ailleurs, je me souviens, ça devait être dans son livre de chevet, notre livre de chevet, L'aventure ambiguë, oui. À la page 162, parce que je l'avais lu depuis la classe de seconde. Et ce qui m'avait marqué, c'est quand il dit « Je ne suis pas un pays de dialobés distincts, face à un Occident distinct ». Vous voyez l'opposition dont vous parlez. Il dit « Je suis devenu les deux. Il n'y a pas une tête lucide entre deux thèmes d'un même choix. Il n'y a qu'une nature étrange en détresse de n'être pas deux. » Samba Diallo marque ici, à mon avis, l'irréversibilité de ce métissage-là qui se mue plutôt en complémentarité. Donc, je n'oppose pas les deux cultures. Cela dit, je les veux complémentaires. Cela dit, tout est compris. Henri Georges Muzanga n'est pas, comme certains, dans l'opposition des différentes cultures, mais il est plutôt dans l'édification de celle-ci. De la civilisation de l'universel. Très bien. Alors, maintenant, quelle valeur vous accordez à des éléments que vous reprenez dans votre œuvre, dans votre roman, Les chemins de X, des éléments comme le feu, comme la lune, comme le soleil et autres. Quelle valeur vous leur accordez? Vous m'amenez à repartir dans la mythologie. Dans la mythologie grecque qui a inspiré la civilisation occidentale, tous les éléments de la nature faisaient partie intégrante de la vie sociale. C'est pourquoi d'ailleurs, chaque élément de la nature avait un nom, représentait une divinité. Vous avez Zeus, vous avez Chronos, je crois, le soleil, le dieu du temps, le dieu de Éole, voilà, du vent, le dieu de l'amour, la déesse de l'amour, ainsi de suite. Oui. Donc là, nous sommes dans un cadre polythéiste. Spirituel. Bon, je dirais spirituel, parce que c'est la spiritualité qui m'a grandi. J'ai appris à respecter toute la nature autour de moi. J'ai appris à respecter les astres, parce qu'il y avait des activités dans la vie traditionnelle qui ne se faisaient que sous le clair de lune, et non pas quand il y a l'obscurité. Par exemple, les contes le soir, les contes, voilà, les contes par exemple. Certains rites d'initiation des tout petits, sous le clair de lune. Quand il y avait le noir, la lune disparaissait, il faisait totalement noir, il y avait d'autres activités également. Mais tout cela préparait le jeune Africain à la spiritualité, donc à sa formation complète. Je crois que je suis un de ces produits. Mes parents et toute la société africaine qui m'a accompagné relevaient de cette culture-là. Et je pensais qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit d'occulter.
Et donc vous voulez céder ces éléments-là, disons-le, à la postérité. Absolument, à la postérité. Non pas pour qu'elles fonctionnent comme des pièces de musée, qu'elles soient inactives, mais qu'elles soient véritablement implémentées dans la vie sociale de chacun. Que les jeunes reconnaissent que... Je vais vous donner une anecdote. Moi, je ne suis ni maçon, ni rosicrucien. Pourtant, partout où je suis passé, beaucoup de mes collaborateurs sont toujours restés convaincus que je suis dans une loge. Mais je ne suis que le produit d'une culture. Qu'on m'a appris à connaître et à aimer. Et vraiment, je l'aime, je suis vraiment africain. Et c'est grâce justement à cette culture, comme X d'ailleurs, que j'ai pu accéder au monde moderne sans heurts. Avec aisance, avec passion, avec beaucoup de détermination, beaucoup d'ambition. Mais je tire tout cela de la sève de mon enfance qui m'a nourri. Bon, parlons de votre héros X. Vous opposez à ce X-là un anti-héros que vous appelez, bon, sauf si Malanfouche, Ngim Iband. Que signifie son nom? Dans le langage bouitiste, le mot Nim, qu'on appelle aussi abusivement Nima, c'est-à-dire celui qui a atteint un grade, le grade supérieur dans la société initiatique ou dans la société bouitiste, on l'appelle Nima. Dans ma langue, on n'utilise pas la voyelle A. Hein? Le son tombe, Nim. Voilà. Mais bande, c'est l'aval. Quand vous suivez, quand vous êtes à Fougamou, à Tsamba Marotsi par exemple, on parle du canton Tandou et canton Banda. Banda, c'est bande, c'est-à-dire l'aval. Oui. Tandou, c'est l'amont. Le I, c'est la conjonction de coordination. Non. C'est le I, c'est remplace la préposition de. Hein? Voilà, la préposition de. Donc, le Nima de Laval. Donc, le roi de Laval. Alors, donc, Nim Iban, c'est en langue, dans ma langue, qu'on peut traduire en français le roi de Laval. Alors, s'il y a le roi de Laval, c'est qu'il s'oppose à un roi de l'amont. Oui. D'accord? Oui. Alors, ici, à la lecture de Chemin de X, il y a effectivement deux rois. Il y a le roi de l'amont et le roi de Laval. Le roi de l'amont, c'est le roi Bic, qui est quelque part dans le roman, qui est très en verve d'ailleurs parmi les personnages. Et le roi Bic, c'est le roi. C'est celui qui a été choisi par le Créateur pour régner sur un territoire. Alors, vous avez Nim Iban, lui, qui s'est détaché de ses origines pour s'exporter. Et dans son nouveau territoire, il s'affuble des attributs du roi. Alors qu'il n'est pas loin. Il n'a pas été choisi par Dieu. Et dans la communauté à laquelle appartiennent tous ces personnages-là, il n'y a qu'un seul roi. Alors, lorsque le petit là se détache pour se proclamer roi de Laval,
autrement dit en opposition au roi de l'amont, c'est-à-dire le grand roi. Lorsqu'il se détache, alors il va connaître des fortunes diverses. On a parlé des suppliciés? Non, mais tout à l'heure... Ah, d'accord. Bon, voilà. Je comprends que tout pouvoir vient de Dieu. C'est ce que vous voulez peut-être nous signifier. Bon, mais en page 127, vous nous parlez de suppliciés. Justement, on en vient. Hein, et vous nous expliquez que le ridicule de Nîmes Imande est annonciateur d'une fin proche. Explication. Effectivement, c'est lui le supplicié principal. Oui. Il allait chez le docteur de l'hôpital du bord du fleuve et il était reçu comme un roi. Chaque fois qu'il allait, il était reçu avec les honneurs qui reviennent à un roi. Mais comble de malheur, le roi de la communauté qui vit au village est malade et il vient se faire soigner dans le même hôpital, l'hôpital du Grand Fleuve. Et c'est le docteur qui détecte les attributs réels du vrai roi. Et donc ce jour, Nîmes Imande décide de venir rendre visite, de venir voir le docteur comme d'habitude. Le docteur ne le reçoit plus. Quelque part, il dit, je ne peux pas recevoir deux rois. Je reconnais un seul roi. Et quand il essaie, Nîmes Imande essaie d'aller rendre visite au roi malade, parce que c'est ce roi-là, dans le roman, qui l'a initié. Mais c'est après son initiation première qu'il s'est détaché pour aller vivre en ville. Et il veut aller lui rendre visite, mais quelqu'un lui dit, si tu veux aller rendre visite à notre roi, débarrasse-toi de tous ses attributs. Oui. Parce que tu n'as pas été désigné roi par Dieu. Nous, dans notre communauté, on a un seul roi, c'est celui qui est malade. Il n'a pas refusé, il n'a pas accepté, il a essayé de forcer la porte du roi malade et qui lui dit, qui fait dire à son épouse, dit, bon, va dire à mon alter ego que je ne suis pas Nîmes, je ne suis pas le roi de Laval, je suis le roi. D'accord? Il n'y a pas de complément de nom, le roi de nom, il est le roi. C'est-à-dire le roi de tout le monde, le roi de sa communauté. Bon, deux préoccupations avant de nous séparer, Henri-Georges Bonzanga. Page 163-164, vous évoquez la violence coloniale en Afrique. Et puis, page 185-186, vous insistez sur la vie communautaire, toujours en Afrique. Alors, ces deux aspects-là, quelle importance vous leur accordez? Mais c'est justement le côté positif de l'Afrique. L'Afrique était les sociétés africaines étaient des sociétés communautaires, hein, où les gens vivaient ensemble, avaient le sens de l'entraide, avaient le sens de la compassion. Hein, ici précisément, il y a une partie où on voit X en train de construire sa maison et du coup il se retrouve entouré de tous les villageois qui viennent l'aider à édifier sa maison jusqu'à la fin, depuis le premier matériau jusqu'à la fin. Voilà un esprit de la communauté africaine. Et en ce qui concerne maintenant les violences coloniales, oui. C'est un aspect où on voit les pauvres Africains prisonniers se faire bastonner un matin avec une violence inouïe pour des raisons qui ne tenaient pas du tout. Et cet aspect a été fortement dénoncé aussi par les écrivains africains de la négritude d'avant les années 60. Vous voyez le supplice de Mecca. Oui, et Zamboto avec Ville Cruelle. Avec Ville Cruelle. Oui. Donc je m'inscris un peu dans cette logique. Je refuse
ce qui asserte que le temps est passé pour l'Afrique de parler de l'Afrique du passé. Bon, une dernière question, Henri-Georges Buzanga. Alors, qu'est-ce qui peut justifier que votre roman soit présenté comme un d'apprentissage? Bon, je le concède à mon éditeur, hein, qui l'a classé effectivement dans la catégorie des romans d'apprentissage. Mais en réalité, quand vous lisez, en lisant X, on apprend un peu l'Afrique traditionnelle. On apprend également la place des valeurs dans la construction de l'individu, dans la construction du petit Africain. Mais aussi, les valeurs sont universelles. Donc, l'humilité, le respect et autres, vous les trouvez dans les chemins de X. Mais on ne va pas quand même se séparer sans que vous ne nous parliez de ce qui a fait l'objet d'un développement en page 199-200, à savoir l'Exode. L'Exode. Oui. L'Exode, mes parents ont connu un déplacement de leur terre d'origine au poste administratif. Parce que la colonisation estimait que certains villages étaient trop éloignés du poste administratif. Il fallait les rapprocher de l'administration. Donc, ils devaient se masser au bord de la route nationale. Mais dans les chemins de X, on parle de la piste nationale parce que ça n'avait rien vraiment d'une route aujourd'hui. Et j'essaie ici un peu de raconter comment les gens avaient du mal à quitter leur terre pour pour se rapprocher de l'administration. Mais c'était effectivement tragique. Parce qu'il y avait des morts, il y avait ceux qui arrivaient, d'autres mouraient en chemin. Et beaucoup ne voulaient pas laisser leur bétail, ni leur vieillard. Voilà, donc c'est cet épisode-là que j'essaie de... Donc il y avait un ensemble de pesanteurs sociologiques, sociales, enfin... Absolument. Énormément de pesanteurs, énormément de résistance, énormément d'angoisse, la peur de l'inconnu. Vous allez voir quelque part où le chantre du roi commence à crier « Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous? Qu'allons-nous devenir? Où allons-nous » Je crois que c'est le début d'un chapitre. Et c'est l'expression même de la peur de l'inconnu, la peur de quitter ses ancêtres, la peur d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres communautés. Voilà. Et effectivement, le choc a bel et bien eu lieu. Il y a eu des chocs internes dans notre Afrique traditionnelle. Le choc, ce n'est pas seulement entre l'Afrique et l'Europe. Quand vous partez du... excusez-moi, vous êtes de quel village? De quelle province? Je suis de Mourindi, c'est dans la province de la Nyanga, par Moali. Imaginez, c'est pourquoi, d'où le thème chemin de X. Prenez un vieillard de Mourindi, vous remplacez son nom X par son nom. Il va vous raconter comment ils sont partis du fin fond de Doussala, certainement, pour retrouver Mourindi, où il y avait l'école, l'église, certainement. Il y a le phénomène des regroupements de villages. C'est le phénomène du regroupement de villages qui a mobilisé. Joie, bien sûr, parce que les gens n'étaient pas préparés. Et l'administration coloniale ne voulait pas faire d'efforts. L'effort de créer des routes pour respecter l'implantation des populations. Ils ont amené les populations plutôt à se déplacer. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de Proximité Web TV, nous arrivons au terme donc de cette émission. Au fil des livres, nous recevions aujourd'hui Henri-Georges Buzanga, écrivain, enseignant, formateur des formateurs, inspecteur pédagogique du second degré,
à qui nous disons merci et que nous allons très certainement retrouver dans nos prochaines éditions, parce qu'en réalité, Henri Georges Bonzanga a une pléthore d'œuvres. Merci mesdames, messieurs, à la prochaine.